Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. C'est le moment de notre rendez-vous avec Mario Dumont qu'on rejoint dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. On va parler évidemment de la fonderie Orne, annonce du gouvernement aujourd'hui. Écoutons un extrait justement de cette annonce. On parle d'environ 200 ménages qui sont visés par la relocalisation. Je tiens à souligner que les résidents pourront habiter leur demeure jusqu'au moment où leur nouvelle habitation sera prête. Personne ne sera à la rue. Mario, on ne peut pas faire autrement qu'avoir de la compassion pour ces gens qui non seulement vont avoir vécu pendant des années dans ce secteur-là, mais qui doivent le quitter alors qu'on sait comment on peut être attaché à notre demeure. Oui, je pense qu'on en est conscient au gouvernement. Là. On avait, je sais pas combien de mesures de précaution. On vient d'en entendre une. Personne ne va être mis dehors. Mais c'est certain que l'attachement à une maison, c'est quelque chose là, qui dépasse le rationnel. C'est quelque chose de profond. Puis l'attachement à sa maison, ça va loin. Là, ça va. On a planté des arbustes, des fleurs. On a mis ça beau. On a mis ça à son goût. Bon. Ceci dit, si on prend un pas de recul pour qu'on regarde ça économiquement, sincèrement, Marianne, pour ces personnes-là, il y en a dans le groupe qui vont être contents quand même. Il y en a qui devaient être inquiets de la valeur de leur propriété. Parce que là, tu as une maison, tu as investi, mais là, pense-y, avec les nouvelles de la dernière année, le prix de revente de ces maisons, en fait, la rapidité, la capacité de trouver un acheteur rapidement et le prix de revente de ces maisons-là, je pense que ça n'aurait pas été beau, là. Une fois que ça a fait la manchette à ce point, l'automne passé, dans la dernière campagne électorale, l'espèce de vigilance là, qui s'est installée avec les émissions. Donc, l'inquiétude, c'est plus que, la ville de Rouen, c'est pas une petite ville, c'est une moyenne ville, bien construite. Donc, le nouveau quartier, il sera plus central, là. Si tu vas construire un nouveau quartier de cet ordre de grandeur-là, 100 quelques maisons, il va être hors centre, il va être dans des terrains vacants, un peu en périphérie. Alors là, tu pars donc de gens qui vivaient au centre de la ville et qui là vont se retrouver en périphérie. Il semble qu'il y en a là-dedans, même que c'est des gens qui sont pas habitués, qui n'ont pas de véhicule, là, qui sont pas habitués à fonctionner avec un véhicule, faisaient leurs petites affaires à pied. Alors, des complications, il y en a. Faut pas se le cacher. Des complications, il y en a. Reste que, est-ce que, tu sais, j'entends des gens dire aujourd'hui, il y aurait eu des solutions bien plus simples. Ben, bravo si vous en avez, mais moi, mon impression, c'est que si le gouvernement du Québec, si Glencore, la compagnie, s'il y avait une façon là, technologiquement de changer la cheminée pour régler tous les problèmes d'un coup, il me semble que le gouvernement et la compagnie ne se donneraient pas tout ce trouble-là, puis toute cette critique-là, puis tout ce bordel de déménager des familles. Oui, mais Mario, si on y avait pensé bien avant d'être acculé là, comme ça, ben on serait peut-être ailleurs aussi. T'as totalement raison. Mais en même temps, la vie est ainsi faite. Tu sais, Marianne, on pourrait dire, mais si on y avait pensé dès il y a 100 ans ou presque, même pas tout à fait de 100 ans, mais il y a plusieurs décennies, on aurait dit aux gens, allez pas vous construire juste à côté de l'usine. Là. Mais tu sais, à l'époque, là, si on reporte à l'époque où ça a été construit, il y a presque 100 ans, ben, tu sais, l'usine était là, les gens disaient, on va être proche pour aller travailler, on va se faire une rue à côté. Tu sais. Puis là, au fil des années, ben, on a construit autour, puis c'est devenu la ville, une belle grande ville, Rouyn-Noranda, puis c'est devenu ce que c'est. Puis là, maintenant, on se réveille, puis on devient plus scientifiquement allumé, plus conscient des problèmes environnementaux. On prend des mesures dans l'air. Il y a des choses qui se faisaient autrefois qui se font plus aujourd'hui. Puis on dit, wow, les moteurs, là, il y a un danger pour les bébés. Donc là, on réagit. Mais là, on réagit. Les gens sont logés, les affaires sont installées. Donc, il n'y a plus de solution. Il y a plus. Tu sais, on n'est pas dans un cas, par exemple, comme des gens qui vont se construire là, à côté d'un aéroport puis qui chialent après qu'il y a du bruit, ou des gens qui vont se construire à côté d'une usine puis qui chialent après que ça pue. On est vraiment dans un cas où disons, des choses créées dans une autre époque, dans une autre réalité complètement. On les regarde avec nos yeux d'aujourd'hui, puis on dit non, c'est plus des risques qu'on est prêt à prendre avec la santé en 2023. Puis là, tu cherches des solutions compliquées pour essayer d'accommoder tout le monde. Parlons des chefs de parti qui se sont rendus à Amkoui, donc aujourd'hui. Écoutons d'ailleurs le premier ministre sur la question de la santé mentale, Mario. C'est vrai au Québec, c'est vrai un petit peu partout dans le monde. Il y a de plus en plus ce genre d'actes suite à des problèmes de santé mentale. On a ajouté des ressources, entre autres, avec la pandémie, mais il faut en ajouter encore plus. Évidemment, le défi, c'est de trouver des gens qualifiés,
parce qu'il faut prendre le temps d'informer. Je le répète, là, faut pas hésiter quand on se sent pas bien à consulter. Ça vient d'arriver, Mario. Bon, on est dans l'émotion à Amqui. Les médias sont là, les élus sont de passage, mais il va falloir tirer des leçons, voir comment éviter le plus possible, dans la mesure du possible, du moins, des drames comme celui-là. Oui. Puis c'est l'occasion de se poser des questions en matière de santé mentale. Mais, tu sais, Marianne, là, c'est bien ce qu'il dit M. Legault. Personne ne va être contre ça. Ouais. Mais mettons qu'il y avait eu 2 employés de plus là, au CLSC d'Amqui, puis 4 de plus au centre régional à Rimouski, là, à 120 km de là, en charge de la santé mentale dans la région. Je vais te poser la question, est-ce que le même événement aurait pu arriver? Est-ce que le même gars aurait pu partir de chez eux, fêler avec son véhicule, puis aller frapper du monde? Ouais. Fait que oui, il faut qu'il y ait plus de services, mais est-ce que les gens vont recourir aux services? C'est le problème que les gars demandent pas d'aide, là. D'après moi, tu ne régleras pas ça de même parce que tu vas ajouter un employé ou 2 dans des centres. C'est des problèmes extrêmement complexes. Par contre, les 4 chefs de parti étaient là. M. Legault le dit, il y en a de plus en plus dans le monde de ce genre de gestes-là, de ce genre d'événements-là. Donc oui, probablement qu'il faut essayer d'en tirer des conclusions, de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui fait sauter les soupapes de sécurité là, dans l'esprit de certaines personnes, les déclencheurs qui les poussent à faire autant de mal. Mais c'est pas... c'est pas simple comme le gouvernement va dépenser quelques dollars de plus, mettre 1 ou 2 employés de plus. Parce que dans une ville comme Amqui, là, on mettra pas 1000 employés. Là, c'est des petits centres de santé pour chacun des services spécialisés. Là, c'est 1, 2... Tu vas rajouter une personne de plus en santé mentale au CLSC. Peut-être qu'il faut le faire, probablement qu'il faut le faire. C'est déjà ça de prix. Oui, mais de se dire, si on fait ça, il n'y arrivera plus d'événements comme ça. C'est pas sérieux. Je veux dire, s'il y a on dit que les problèmes de santé mentale, c'est les problèmes du siècle, là, puis on vit là-dedans. Parlons maintenant du chemin Roxham, le journal qui nous apprend ce matin que le fédéral loue plus de 2000 chambres, Montréal autour, pour loger les demandeurs d'asile. Il y a un certain nombre maintenant qui sont en Ontario, mais on comprend, là, Mario, que ça prend des discussions avec les Américains sur l'entente des pays tiers, etc., des pays sûrs, mais est-ce que le fait de garder des gens pendant 2-3 mois, le temps qu'on les laisse travailler, est-ce que c'est pas trop long, le traitement des dossiers de ces demandeurs d'asile-là? Bien, le système est débordé, fait qu'il y a plusieurs conséquences, parce qu'un des constats ce matin, c'est que hors Montréal, entre autres, moi j'ai fait une entrevue ce matin là, avec une dame là, qui est dans un organisme communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ouais. Hey, tu te rends vite compte qu'hors Montréal, il n'y a pas d'organisme communautaire là, assez équipé. En fait, tu vois, Saint-Jean-sur-Richelieu, là, organisme communautaire en matière d'accueil des demandeurs d'asile, il n'y en a essentiellement pas. L'organisme de la dame qui m'a parlé, ils le font, mais eux, ils reçoivent des budgets du ministère pour traiter des immigrants, des immigrants reçus, etc., des dossiers d'immigration, les aider, marché du travail, puis tout ça. Mais pour des demandeurs d'asile, là, des migrants qui arrivent comme ça, sans papier, il n'y a personne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils le font, eux, comme on dit, pro bono, là, ils le font sur le bras, mais ils reçoivent, ils le font en dehors de tous les budgets gouvernementaux normaux qu'ils reçoivent. Donc, finalement, mon résumé, c'est que tu envoies dans des hôtels. Le fédéral réserve un bloc de chambres d'hôtel dans une ville comme Saint-Jean et ne s'assure pas qu'il existe là, le moindre service disponible. En fait, c'est au point où, à Saint-Jean-sur-Richelieu, les migrants qui ont besoin de soins de santé, par exemple, voudraient faire renouveler une prescription d'un médicament là, que tu dois prendre tous les jours ou de l'insuline ou n'importe quoi, doivent venir à Montréal pour les soins de santé parce qu'il n'y a rien de disponible pour eux à Saint-Jean. Fait que le fédéral loue des blocs de chambres, pour les loger, mais on s'assure pas. Mais, est-ce qu'on blâme le fédéral ou on blâme le fait que on est débordé, puis que le problème, on blâme le fédéral? À mon avis, c'est pas la gestion des dossiers de migrants qui est problématique par le fédéral, il y en a juste trop. C'est la gestion de la frontière là, qu'il faut remettre en question. Regardons ensemble, Mario, ces images publiées par le Pentagone alors que les Américains disent qu'un avion russe a versé du carburant, coupé l'hélice d'un de leurs drones au-dessus de la mer Noire. Est-ce que, Mario, faut s'inquiéter de ça? Est-ce que ça pourrait mener à une escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis?
On est déjà dans une escalade. Hein. Je pense que c'est ça pas mal qu'on voit. Là, tu as vu qu'il y a même une chicane à l'heure actuelle sur qui va récupérer le drone en question. Les Russes et les Américains. Qui va récupérer les restes là, du drone abîmé qui est tombé dans l'eau. Ouais, les Américains qui n'ont pas de bateau dans le coin, mais bon, c'est pas simple. Non, mais si les Russes le récupèrent, on comprend bien que ça va être pour espionner la technologie utilisée par les Américains, ce qui déplaît passablement aux Américains. Donc, on est dans des tensions fortes. On avait eu, loin de là, mais à la frontière entre les États-Unis et la Sibérie, là, on avait eu des avions des deux pays qui étaient venus flatter la zone limitrophe. Donc, il y a, depuis le début de la guerre en Ukraine, énormément de tensions. Et puis, on vit là-dedans. Puis ça, c'est un autre événement qui s'ajoute. Merci, Mario. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles.